Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Champ des Possibles, le rendez-vous vidéo et long format de Mediapart qui s'intéresse aux grands systèmes mondes ou aux petites expériences qui façonnent l'avenir de notre monde. Là, nous sommes plutôt dans les grands systèmes mondes puisque nous recevons Gabrielle Hecht de passage à Paris avec Jade Lingard. Bonjour Jade. Bonjour. Et bonjour à vous Gabrielle Hecht. Vous êtes professeur d'histoire à l'Université du Michigan et vous publiez Uranium africain, une histoire globale, qui était parue en anglais il y a 4 ans maintenant. C'est publié aux éditions du Seuil. Mais avant d'en venir à cette histoire globale, on avait envie de revenir sur un autre de vos ouvrages, publié maintenant il y a plus de 10 ans aux éditions La Découverte et reparu chez Amsterdam, qui s'intitulait Le rayonnement de la France. Et parce qu'on est quand même dans un contexte national, on va dire particulier, Jade. Oui, puisqu'on observe aujourd'hui qu'Areva est face à un gouffre financier, que le groupe EDF a dû sortir du CAC 40 à cause de son endettement financier et à cause de tous les problèmes qu'il rencontre pour le développement de son EPR, son réacteur EPR. On observe aussi de manière structurelle que l'électricité nucléaire française n'est plus compétitive sur le marché européen de l'électricité. Et donc, tout ce système nucléaire français qui paraissait indestructible, aujourd'hui connaît des difficultés d'une importance inédite. Donc, la première question qu'on voulait vous poser en introduction de cette rencontre avec vous, c'est pensez-vous que le système nucléaire français entre dans une nouvelle phase de son histoire ? Je pense que oui, peut-être. Enfin, vous savez, les historiens, on n'aime pas prédire l'avenir. En rupture, sans oui. prédire, effectivement. Mais est-ce que c'est une rupture par rapport à au moment où vous avez publié ce livre sur les rayonnements de la connu France? Est-ce que 10 ans après… C'est sûr qu'au moment où j'ai publié le livre, surtout le moment où le livre Le rayonnement de la France est paru en anglais en 1998, là, on était dans un moment très fort du nucléaire français. Tout avait l'air de bien marcher. Et le lien entre l'identité nationale et le nucléaire était très très fort. Et c'est sûr que maintenant, avec d'une part les difficultés d'Areva et d'EDF, d'autre part les difficultés qui sont liées de l'exportation du nucléaire les 10 dernières années, c'est sûr que ce lien entre les deux et aussi le nucléaire comme moteur de l'économie française ou comme moteur apparent de l'économie française, ça a l'air maintenant d'être… en danger, on peut le dire comme ça. Donc avant son élection à la présidence de la République en 2012, François Hollande avait fait campagne en s'engageant à réduire la part du nucléaire en France à 50% de la production d'électricité, contre 75% à l'époque, mais encore aujourd'hui, puisqu'en réalité, il va finir son mandat sans avoir arrêté de réacteurs nucléaires. Donc on voit un attachement de la France à son système nucléaire qui reste fort. Cet attachement, vous en avez fait l'histoire avec votre livre « Le rayonnement de la France ». Et dans ce livre, vous expliquez que le système nucléaire en France a eu un rôle essentiel dans la construction d'une identité nationale. Pourquoi ? Alors pour comprendre, il faut remonter à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand la France était ruinée par la guerre et par l'occupation, et devait en fait reconstruire ses infrastructures et aussi son identité nationale. Ça voulait dire quoi d'être la France dans ce nouveau monde de l'après-guerre, où vous aviez d'un côté, vous aviez les États-Unis et l'Union soviétique qui avaient toutes les deux des armes nucléaires qui étaient devenues des superpuissances. De l'autre côté, vous aviez l'Europe, les pays colonisateurs de l'Europe, tels la Grande-Bretagne et la France, qui perdaient en fait leur empire. On voyait bien que les colonies n'étaient plus jouables, ni politiquement, ni économiquement. Et dans ce cadre où tout était remis en question, il était essentiel de comprendre ce que serait la France dans ce nouveau monde moderne. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'il faut comprendre à la fois l'histoire du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, qui a été créé juste après la guerre d'abord pour faire des recherches sur les sciences atomiques, les sciences nucléaires, et puis très vite où les ingénieurs qui ont pris le devant dans le CEA après le départ de Frédéric Joliot-Curie, qui ont dirigé l'agence, le commissariat vers les armes atomiques. Ouais. Et puis d'une autre part, il y avait EDF, qui était aussi une création de l'après-guerre,
qui était créé d'après une autre vision sociale une vision complètement différente, où ce serait le partenariat entre les managers et les ouvriers, où les syndicats auraient une partie beaucoup plus forte en dirigeant l'entreprise, ce serait l'entreprise de l'État. Et donc vous aviez ces deux institutions qui se voyaient tous les deux comme porteurs d'une France moderne, mais qui avaient une vision différente de comment construire cette France moderne. Et c'est autour donc du développement du programme nucléaire que ces deux visions se sont affrontées et qu'on a vu en fait deux versions d'une identité nationale nucléaire française, où cette identité était très fortement liée, construite autour du nucléaire, mais de façon différente pour les deux institutions. Ce qui est très intéressant dans le livre, c'est que donc, vous faites toute cette histoire de la technologie nucléaire, mais ce que vous montrez très bien, c'est que contrairement à l'idée qu'on pourrait se faire a priori d'une technologie neutre, produit uniquement du cerveau d'ingénieur, vous dites en fait que sans arrêt, il y a de la politique qui se mélange à cette technologie et qu'on a vraiment une confusion, en quelque sorte, ce que vous appelez technopolitique, entre histoire des sciences et histoire politique. Est-ce que c'est quelque chose de spécifique au nucléaire? Pas du tout, pas du tout. On peut trouver de la technopolitique partout, dans toutes les grandes industries, mais aussi dans les petites industries. Il n'y a pas... il faut voir que la technique, il n'y a jamais une façon de trouver, il n'y a jamais qu'une solution technique. Il y a toujours plusieurs solutions techniques et les choix techniques se font en fonction des conditions économiques, des conditions sociales, des intérêts politiques, de toutes sortes de choses. Donc ça, c'est pas du tout spécifique à l'industrie nucléaire ou à la France. Et d'ailleurs, vous allez aussi à l'encontre d'une autre idée, je pense, qui est souvent reprise en France, qui est celle d'une exceptionnalité du nucléaire. Ce serait une énergie exceptionnelle parce que produite par l'intelligence humaine, avec souvent une tendance un peu à minimiser l'importance des matières premières. On fait comme si elles n'existaient pas et que l'énergie nucléaire était le pur produit du génie humain. Et de l'autre côté, les opposants du nucléaire qui ont tendance à voir dans cette énergie particulière, par ses dangers, aussi un danger exceptionnel. Et vous allez, il me semble, à l'encontre de cette idée de l'exceptionnalité. C'est-à-dire que j'essaye un peu de comprendre l'histoire de cette exceptionnalité et aussi les retombées politiques de cette exceptionnalité. Parce que l'exceptionnalisme nucléaire a été construit d'une façon... Par exemple, par les diplomates qui disent voilà, c'est l'arme ultime, donc on a le pouvoir ultime, on a un certain pouvoir géopolitique si on est doté d'armes nucléaires. D'autre part, vous avez, comme vous avez dit, les opposants qui disent non, mais c'est un danger avec une temporalité longue qui est complètement différente de toutes les autres temporalités. Et chaque côté, si vous voulez, et puis il y en a davantage, il y en a d'autres, chaque côté, pour chaque côté, il y a des conséquences qui en découlent. C'est-à-dire des décisions politiques qui sont prises d'un côté ou peut-être de certaines manières de s'opposer au nucléaire ou d'affronter les pouvoirs publics de l'autre. Effectivement, par rapport à ce que disait Jade, on voit dans votre livre que le pouvoir nucléaire s'est substitué en partie à l'empire colonial. Et en même temps, ce qu'on voit dans le livre plus récent que vous publiez, c'est que le nucléaire a aussi servi un peu de relais au pouvoir colonial, y compris dans les pratiques. Voilà. Jade parlait effectivement de cette question des matières premières. Quand on lit ce livre-là, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit que l'uranium, alors que pour nous aujourd'hui, l'uranium, on voit tout de suite danger nucléaire ou exceptionnalité, et vous montrez, au début, ce n'était pas forcément du nucléaire, l'uranium. Enfin, au début, l'uranium était nucléaire, c'est-à-dire au tout début, si on dit que le début c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale, où vous avez les États-Unis qui veulent avoir un monopole sur l'uranium, vous avez l'Agence internationale pour l'énergie atomique qui veut aussi créer des institutions, des systèmes
pour limiter la circulation de l'uranium. Donc au début, avant de construire les centrales, quand on était juste au moment des bombes, oui, juste après Hiroshima et Nagasaki. Voilà, exactement. Jusqu'à on va dire jusqu'au milieu, à la fin des années 50, l'uranium était effectivement considéré comme nucléaire. Mais au moment où on a commencé à faire les réacteurs civils nucléaires pour produire de l'énergie, on s'est rendu compte que si on voulait approvisionner ces réacteurs, il fallait faire circuler l'uranium comme un produit de marché. Ou alors on a essayé de faire circuler, quand je dis on, ça veut dire à la fois les gouvernements occidentaux, à la fois les grandes compagnies minières multinationales ont voulu pouvoir vendre l'uranium sans avoir les inspecteurs de l'AIEA qui venaient, sans avoir trop de... Voilà. Et donc, ils ont commencé à essayer de faire des traités, des documents qui dénucléarisaient l'uranium pour qu'il soit vendable comme n'importe quelle autre forme de marchandise. Et du coup, l'autre partie de cette dénucléarisation, c'était que les mines d'uranium, souvent, pas partout et pas à tout moment, mais souvent les mines d'uranium étaient régulées, étaient traitées comme n'importe quelle autre mine, ce qui voulait dire qu'on ne regardait pas les rayonnements, on n'informait pas les travailleurs sur les fins, enfin, pourquoi est-ce qu'on allait utiliser cet uranium, quelles étaient les conditions de travail, etc. Comment expliquez-vous, si on garde ce sujet de l'uranium, qu'en France, on parle de souveraineté énergétique à propos du nucléaire, alors que la France importe aujourd'hui tout son uranium, et que même aujourd'hui, la technologie utilisée dans les réacteurs nucléaires français qui fonctionnent, pas l'EPR, mais ceux qui fonctionnent aujourd'hui, à l'origine vient d'une licence américaine? Ça, vous savez, c'est partout. Hein. Tout le monde veut parler d'indépendance énergétique. Personne n'est indépendant. On trouve le même discours aux États-Unis, en Grande-Bretagne, je m'imagine en Russie aussi. C'est le grand mythe de l'indépendance énergétique. En France, ce soi-disant indépendance s'est produite de plusieurs manières. C'est-à-dire, d'une part, par exemple, vous avez parlé de l'EPR, quand EDF a choisi de faire l'EPR, le PWR, la filière à eau pressurisée. Donc la deuxième génération, celle qu'on utilise aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire la première génération, c'était le graphite gaz qui était soi-disant franco-français. La deuxième génération, c'était la licence que EDF avait achetée à Westinghouse et avait par la suite francisé. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils ont changé un petit peu la conception, ils ont standardisé les réacteurs pour qu'ils puissent en construire plusieurs exactement pareils. Et ils ont appelé ça, bon, maintenant c'est la version française de ces réacteurs. Pour ce qui est de l'uranium, alors le CEA, dès le départ, dès les années 40-50, a cherché l'uranium partout où il pouvait. Et c'était encore, bien évidemment, l'époque des colonies. Donc, ils étaient cherchés à Madagascar et en Afrique de l'uranium. Ils ont trouvé Madagascar, Gabon, Niger. Ils ont trouvé de l'uranium à Madagascar et au Gabon avant la décolonisation. Mais ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas faire des compagnies qui seraient vraiment françaises pour extraire cet uranium parce que ça passerait mal avec les nouveaux États indépendants. Donc, ils ont créé des compagnies mixtes avec une part de l'État gabonais ou dans les années 70 nigériane et une part du CEA et des compagnies françaises. Donc, c'était des compagnies, des entreprises qui étaient en partie françaises avec du capital français, mais qui opéraient dans le sous-sol gabonais ou nigérien. Et l'uranium qui était extrait du Gabon et du Niger était principalement exporté vers la France, où il subit, bien entendu, des traitements avant de pouvoir servir de combustible nucléaire. Et c'est au cours de ces traitements techniques qu'il subit, il est converti, il est enrichi, etc., qu'il acquiert l'étiquette française parce que la conversion se fait en France. Donc, au début, l'uranium part gabonais ou malgache ou nigérien, et puis à la fin, quand il entre dans le réacteur, on a dit qu'il était français.
Et vous allez assez loin dans le rayonnement de la France, en fait, dans cette idée de national et de lien à l'imaginaire national, parce que vous parlez même à un moment de nationalisme au sujet du CEA. En quoi, pour vous, il peut y avoir une part de nationalisme dans cette histoire française du nucléaire? Alors, c'est un nationalisme gaulliste. Ce n'est pas un nationalisme comme l'extrême droite maintenant, c'est un nationalisme gaulliste. Une vision de la nation où la France a un rayonnement style Louis XIV, Colbert, mais pour le XXe siècle. Un rayonnement qui est porté par ses armes nucléaires et par son expertise nucléaire. Donc c'est ce genre de nationalisme dont on parle. Et pour le CEA, la manière de mettre en œuvre ce nationalisme, c'était aussi de travailler avec l'industrie privée d'une manière très privilégiée, c'est-à-dire de choisir des champions industriels qui seraient aussi des champions nationaux, qui porteraient aussi la technique et l'expertise française sur leurs épaules, et qui aiderait à construire les réacteurs et les autres installations nucléaires. Donc pas seulement EDF, en fait. Pas EDF, qui n'était pas une industrie privée, mais Saint-Gobain, Alstom, des entreprises comme ça. Ça, c'était en contraste avec EDF, qui avait une vision plutôt nationalisée. Bon, la distinction est peut-être fine, mais c'est important parce que pour EDF, l'important, c'était l'EDF, l'entreprise d'État qui menait, c'était le privé qui devait suivre, mais qui ne devait pas être le maître d'œuvre pour les réacteurs. Et puis, il y a toujours cette idée d'une grande part du monde ouvrier, du monde syndical, dans la direction que prend l'entreprise d'État. Alors, si on regarde finalement une histoire plus récente, les années 80, 90 jusqu'à aujourd'hui, il semble qu'il y ait un paradoxe, puisque à la fois, vous expliquez bien à quel point cette histoire technique est très politique et si liée à l'imaginaire national, et en même temps, quand on regarde dans un pays aussi contestataire que la France, le mouvement antinucléaire est très faible. Comment expliquer que finalement la dimension politique soit du côté de la technostructure et du système énergétique et ne génère pas davantage de contestation politique, justement? Je pense que, on dit que la contestation est faible en France. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Hein. Je pense qu'il y a quand même une forte contestation. Il y a peu de manifestants, par exemple, peu de manifestations. D'accord, c'est peut-être par rapport à l'Allemagne où les opposants ont plus de prise et peuvent affecter les décisions politiques prises à très haut niveau. Je pense qu'en France, la tension politique reste dans les institutions et parmi les experts. Et je pense que ça veut dire que c'est très difficile pour quelqu'un, pour des groupes qui ne sont pas au sein de ces entreprises, au sein de ces institutions, de trouver le moyen d'entrer dans le débat. Le débat est déjà tellement fort entre les experts et entre les institutions qu'une fois qu'elle vient au public, elle est déjà terminée, si vous voulez. C'est déjà tellement polarisé c'est difficile de se faire un avis, c'est ça, de rentrer dedans pour savoir où se positionner. Où se positionner et voilà, exactement, et comment. Alors on aimerait inscrire la situation et l'histoire française dans cette histoire plus globale que vous dressez dans votre dernier livre, en commençant par regarder un extrait d'un discours célèbre de 1953, c'est Eisenhower devant les Nations Unies. I feel impelled to speak today in a language that, in a sense, is new. One which I, who have spent so much of my life in the military profession, would have preferred never to use. That new language is the language of atomic warfare. The atomic age has moved forward at such a pace that every citizen of the world should have some comprehension, at least in comparative terms, of the extent of this development, of the utmost significance to every one of us. Clearly, if the peoples of the world are to conduct an intelligent search for peace, they must be armed with the significant facts of today's existence.
My recital of atomic danger and power is necessarily stated in United States terms, for these are the only incontrovertible facts that I know. I need hardly point out to this assembly, however, that this subject is global, not merely national in character. En quoi ce discours est-il fondateur d'un certain ordre géopolitique nucléaire, puisque c'est un peu autour de ça que tourne votre dernier livre, le fait que, on l'a vu, hein, Jade le disait, évidemment, les questions nucléaires ne sont pas que techniques, hein, elles sont aussi politiques, mais on s'aperçoit qu'elles sont aussi fondamentalement géopolitiques et qu'à la fois elles façonnent en même temps qu'elles sont le réceptacle d'un ordre du monde. Oui, enfin c'est à partir du milieu des années 50 que Eisenhower, dans ce discours et dans d'autres discours, voulait repositionner le nucléaire par rapport à la division entre le militaire et le civil. Donc pour lui, il fallait moins se focaliser sur les armes nucléaires et plus regarder la manière dont le nucléaire pouvait apporter ce qu'il appelait le développement au monde, pas seulement le monde européen, le monde du Nord, mais aussi le monde du Sud. Donc il prenait une certaine vision du nucléaire qui serait non seulement le moteur d'un développement, mais aussi le moteur qui pourrait créer la paix plutôt que la guerre. Et ça, si vous voulez, c'est une vision qu'il tirait en partie des scientifiques internationales qui, depuis très très longtemps, les scientifiques dans le domaine nucléaire, les scientifiques purs, si vous voulez, avaient ce discours de la paix par la science. Et Eisenhower a voulu faire en sorte de créer des organismes internationaux pour un peu rompre la tension de la guerre froide et trouver d'autres moyens pour les nations de travailler ensemble autour de cette technologie qui était devenue fondamentale. Et justement, alors comment vous définiriez, parce que d'autres historiens ont travaillé sur la manière dont au fond les sociétés et les pouvoirs s'organisent en grande partie en fonction des sources énergétiques, que la démocratie du charbon n'est pas celle de la démocratie du pétrole. Est-ce qu'on peut définir les caractéristiques du pouvoir nucléaire à la fois à travers une nation ou dans l'ordre international? Est-ce que c'est justement une démocratie vraiment des experts, des techniciens? Comment est-ce qu'on pourrait... Comment est-ce que vous diriez ça, vous? Oui, je pense que ce serait trop simple de dire que c'est une démocratie ou que c'est une technocratie. En fait, c'est un mélange. Et justement, c'est important de comprendre cette complexité parce que d'une part, c'est vrai, vous avez une certaine forme de pouvoir qui est portée par l'investiture dans les armes nucléaires ou dans le nucléaire civil, qui vient en partie des besoins de sécurité, mais aussi de sécurité, enfin sécurité au point de vue international, mais aussi de sécurité du point de vue radioactif, si vous voulez. Et ça peut effectivement tomber dans des systèmes assez autoritaires où il n'y a que les experts qui peuvent tout diriger. Mais ça ne veut pas dire que c'est fatal, ça ne veut pas dire que c'est inévitable, que c'est la seule manière de s'organiser. On n'a que comparer la manière dont s'organise la sûreté nucléaire au Japon, aux États-Unis, en France, en Russie, pour voir qu'il y a en fait des systèmes politiques très très différents pour essayer d'arriver, bon peut-être pas aux mêmes fins exactement, mais pour essayer d'organiser une société autour du nucléaire. Donc moi je me méfie de ces arguments, le charbon c'est la démocratie, le pétrole c'est... Non. D'accord, ça ne marche pas. Et effectivement, vous venez de le dire, le discours d'Eisenhower, il est là pour dire, bon voilà, on est après Hiroshima, Nagasaki, il est là pour dire, bon, voilà, le nucléaire, ça peut aussi être la paix, le développement et tout ça. On l'a vu avec le cas iranien, hein, qui est ces dernières années au premier plan de l'agenda international.
on comprend bien qu'il y a quelque chose pas de binaire, mais qu'il y a le nucléaire civil, le nucléaire militaire, et on voit bien avec l'Iran qu'on a peur que ça navigue les uns entre les autres. Voilà. Après, quand on lit votre ouvrage, on se dit que c'est pas simplement pas binaire, c'est que il est très dur au fond de dire quand l'atome est, est civil et quand est-ce qu'il est militaire. Absolument. Et ça, je l'ai vu, je l'avais déjà argumenté dans le premier livre, Le rayonnement de la France, au moment où le CEA a voulu faire les réacteurs graphite-gaz dans les années 50, c'était un moment où le gouvernement français disait « Non, non, nous, on ne fera jamais d'armes nucléaires. Ce n'est pas pour nous la bombe. » Et le CEA, des ingénieurs au CEA, ont voulu faire le graphite-gaz parce que ça pouvait produire du plutonium, ça produisait du plutonium militaire au sein du réacteur. Donc ça pouvait préparer le terrain à une arme nucléaire sans prendre la décision de faire des armes nucléaires. Et c'est comme ça qu'ils ont fait passer, si vous voulez, cette technique-là en contraste avec d'autres techniques. Mais ça, c'est partout, c'est-à-dire l'industrie civile des États-Unis, nucléaire aux États-Unis est née des réacteurs développés pour des sous-marins nucléaires, en Russie aussi, en Grande-Bretagne aussi. Donc, ce mélange entre le civil et le militaire, ça a toujours existé dans le nucléaire et ça existera toujours. C'est pas possible de tirer une ligne rouge en disant c'est bien distinct l'un de l'autre. Pas du tout. Et quelles ont été les implications, à la fois les raisons et les implications du fait qu'on a l'impression que certains pays, alors qu'ils disposaient de mines d'uranium, aient été au fond rayés de la carte de la géopolitique nucléaire de l'après-Seconde Guerre mondiale? C'est expliqué, il y a beaucoup d'explications. Les pays qui ont été rayés de cette carte sont surtout des pays africains. Donc on peut commencer l'explication par le colonialisme, si vous voulez, c'est-à-dire par le fait que c'était des entreprises européennes, américaines, australiennes qui venaient en Afrique pour développer ces mines et qui, eux, étaient ceux qui étaient le plus, le plus impliqués dans les grands organismes internationaux et qui ont réussi à faire à la fois construire des systèmes de marché et à la fois des systèmes de savoir, et ça c'était fait indépendamment de savoir sur l'uranium mais aussi sur les rayonnements, les dangers pour les rayonnements, qui étaient centrés vraiment aux États-Unis, en Europe, dans les organismes du Nord, comme on dit. Et ça a été très difficile pour les pays africains, à part l'Afrique du Sud, qui était très impliquée aussi dans ce système international, mais pour les autres pays africains, c'était très difficile d'entrer dans ce système, surtout qu'au moment des indépendances, ils avaient d'autres soucis. Ce n'était pas ça leur priorité. Donc, on peut commencer l'explication par là, et par le fait, je reviens à ce point, que l'uranium pouvait être considéré comme un produit minier. C'était l'argument qu'on a fait de façon répétée pendant des décennies. C'est un produit minier, ce n'est pas un produit nucléaire. Et donc, on peut séparer, c'est ce qu'on disait, ces deux choses-là. Oui, notamment en Afrique du Sud, qui a beaucoup milité pour ça, pour permettre la circulation de son uranium dans les mines. Exactement. Puisque on est dans une émission qui s'appelle Le Champ des possibles, parce que l'idée, voilà, c'est de voir un peu, parfois en passant par l'histoire, hein, mais vers où on va, que ce soit pour le pire ou pour le meilleur. Est-ce que vous, avec votre regard un peu rétrospectif d'historienne, vous jugez que... alors, je ne vais pas dire la sécurité nucléaire globale, mais en tout cas la circulation, au fond, de ce que vous appelez la nucléarité, aujourd'hui, elle est plus dangereuse qu'hier? Elle est dangereuse d'une autre façon, on va dire. Enfin, il y a encore beaucoup de choses qui circulent qui sont dangereux. Il y a encore beaucoup de produits radioactifs qui circulent, dont on ne sait pas où ils vont. Alors, est-ce que ces produits sont des produits nucléaires ou non? Par exemple, les déchets médicaux, il y a eu toute une histoire récemment avec le devenir des déchets médicaux radioactifs et est-ce que les terroristes pourraient s'emparer de ces déchets-là pour faire des bombes
radioactif mais non nucléaire. Ça, c'est aussi une distinction intéressante qui doit être tout le temps maintenue parce qu'elle n'est pas claire. Donc, il y a ce genre de danger-là. Il y a bien sûr le danger au niveau international, danger style nord-coréen, etc. Bon, ça, c'est un autre niveau de danger. Et puis maintenant, vous avez aussi l'Inde qui demande à entrer dans les organismes nucléaires internationaux de manière ferme en excluant le Pakistan. Donc ça, c'est des formes de danger qui sont différents des dangers de hier. D'un côté, ils sont plus dangereux, d'un autre côté, je ne sais pas s'ils sont moins dangereux, mais il faut repenser les systèmes pour essayer d'affronter cette configuration particulière. En dehors de la question de la prolifération, est-ce que de votre point de vue, la catastrophe de Fukushima en 2011 a eu des effets sur cette géopolitique du nucléaire ? Je pense que Fukushima a eu des effets, c'est clair, en Europe et aux États-Unis, c'est-à-dire des effets de ralentissement du nucléaire. Je pense que ça n'a eu presque aucun effet en Asie, où on voit l'Inde et la Chine qui continuent à construire des réacteurs, faire des chantiers nucléaires dans des dimensions assez énormes. Donc, je pense que, oui, encore une fois, je dois dire, ça dépend d'où vous êtes et de quelle forme de géopolitique on parle. On voulait terminer avec vous sur une question commune à une chercheuse comme vous êtes et des journalistes comme nous sommes ici à Mediapart, c'est que vous parlez beaucoup du secret, de l'importance du secret pour l'industrie du nucléaire. Une autre chercheuse que nous avions reçue ici, Cézine Topchou, parle même d'un gouvernement par le secret à propos du système nucléaire. On voulait vous demander aujourd'hui, à ce stade, pour vous, quels sont les grands secrets du nucléaire qui restent à percer ? Je pense qu'il reste beaucoup d'archives à déchiffrer. Si je connaissais les secrets, c'est une question un petit peu en cercle. Ou les questions, ou les mystères, ou les interrogations fortes qui restent présentes à votre esprit. Ben, je pense qu'il reste... il y a beaucoup de pays où on sait très très peu sur leur système nucléaire. L'Israël, par exemple. Il y a énormément de secrets qui restent de la part de l'histoire nucléaire israélienne, que le gouvernement israélien, chaque fois qu'un chercheur essaye d'intervenir ou de regarder quelque chose, il y va très fort au point de vue punition, etc. Donc il y a des pays où on sait très très peu sur leur système nucléaire. Il y a aussi des pays où les archives restent très difficiles d'accès, donc on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ça, c'est vrai en France. C'est vrai en Afrique du Sud aussi. Il y a des archives, quand l'Afrique du Sud a détruit ses 6 bombes atomiques, elle a aussi détruit des tonnes de documents, d'archives. Donc, on peut savoir certaines choses, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur le système, enfin l'industrie nucléaire de l'apartheid. Donc, je pense que c'est plutôt ce genre de choses-là, enfin, que moi, en tant qu'historienne, je regarderai les archives. Vous, en tant que journaliste, vous avez un travail beaucoup plus grand à faire. Merci beaucoup, Gabrielle Hecht, d'avoir pris quelques minutes pour venir dans notre studio du Passage Brûlon lors de votre court séjour à Paris. Uranium africain, une histoire globale, c'est publié aux éditions du Seuil. Et nous, Jade, on se retrouve bientôt pour un nouveau Champ des possibles. Merci beaucoup. Merci.